il va être question de médias et de créativité avec vous. Sarah Mortensen, vous allez nous faire part de votre expérience en tant que comédienne, en tant qu'actrice, notamment dans la série Astrid et Raphaël. À vos côtés, Jeanne Marchalot, que j'accueille sur scène, accompagnée de François-Xavier Lefranc. Jeanne Marchalot est responsable au France TV Story Lab, qui met la créativité justement au centre de leurs préoccupations. Et François-Xavier Lefranc, qui est rédacteur en chef de Ouest France. Bienvenue à vous deux. Bon, tout va bien? Très bien. Voilà. Bonsoir. Je l'ai dit, on a pris un petit peu de retard, donc on va devoir synthétiser nos propos. Mais je retiens justement cette idée que parfois, Zabou Retman nous disait parfois une scène devait durer 1 heure. En fait, il faut qu'elle dure 5 minutes. Et de ces 5 minutes peut naître justement un processus créatif. Alors on va tenter, nous aussi, de ramasser un petit peu le temps sous l'approbation du public, qui est un signe encourageant. Alors, on va avoir le temps quand même de développer des idées, vous inquiétez pas. On est sur la question de la créativité, justement, à 3 égards, donc du diffuseur du côté de France TV Story Lab, avec vous du côté d'Ouest France, qui est un média de presse quotidienne régionale historique, toujours peut-être un des plus lus en France. C'est le premier journal francophone au monde et c'est la 2e plateforme numérique d'information en France. Voilà, tout simplement. Alors vous, justement, voilà, on peut applaudir les fans de Ouest France. On va en venir justement à la couverture de Ouest France, mais peut-être, Sarah Mortensen, d'avoir votre regard, vous qui avez une double culture aussi, franco-norvégienne, sur la créativité dans les séries, parce que vous faites quelques séries aussi, bien sûr, ici en France. Vous en regardez sans doute, j'imagine. La série est vraiment un genre qui met la créativité au sommet, qui explore aussi d'autres univers, d'autres manières d'être créatif. Quel est votre regard par rapport à la créativité française ? Déjà, le modèle de série est hyper... en tant qu'acteur, c'est un format que j'aime bien parce qu'on peut explorer un personnage plus longtemps dans dans plein de situations différentes. Dans Astrid et Raphaël, évidemment, j'explore un tout autre monde, j'ai envie de dire, la neurodifférence. Je pense que la série française prend de plus en plus que la fiction française prend de plus en plus de risques et de plus en plus créative, se permet de plus en plus de choses, notamment au travers des plateformes aussi qui s'ouvrent à notre créativité. Et voilà. Que dire de plus? Par exemple, mettre justement en scène, comme vous le disiez sur votre série Astrid et Raphaël, justement, une autiste Asperger, je crois. C'est bien. C'est une autiste plutôt. Allez, voilà. Dites-moi. Oui, moi j'ai du mal avec le terme Asperger déjà parce que c'est un monsieur, si on a lu le livre, on sait pourquoi on n'a plus envie de le dire. Et d'autant plus qu'en plus, dans l'appellation Asperger ou non, Astrid était non-verbale à la naissance et un autiste dit Asperger est verbale à la naissance, donc elle ne rentre pas dans cette catégorie-là du spectre, mais elle est autiste. Elle est autiste, et ça justement pour vous, participer à un projet comme celui-ci, on est dans une forme aussi d'audace, de risque, et donc pas très loin de la créativité, d'arriver à mettre un personnage dans des premiers rôles justement. Oui, c'est assez audacieux d'avoir mis un duo féminin déjà, avec effectivement une neurotypique et une neurodifférente. C'est pas une série sur l'autisme, c'est ça qui fait sa force, c'est que Astrid fait partie du spectre autistique et c'est la confrontation entre ces deux femmes si différentes. C'est formidable donc de pouvoir mettre la différence à l'écran. Évidemment, c'est pas poussé. Moi, j'ai énormément de personnes qui me disent oui, mais c'est une autiste qui, entre guillemets, qui n'a pas de problème. C'est-à-dire que elle est plutôt adaptée à la société, c'est vrai, mais en même temps, c'est un début. Il faut commencer quelque part. Astrid n'est pas une autiste, elle est des autistes, parce que finalement, Astrid, dans la vraie vie, n'existerait pas, pour plein de raisons. Mais il a fallu créer un personnage qui soit à la fois respectueux du spectre et en même temps suffisamment marqué pour que les neurotypiques puissent aussi s'identifier et comprendre le fonctionnement. Voilà, donc c'est effectivement déjà un début de mettre à l'image cette différence. Moi, je suis très fière de représenter cette différence. Et je trouve ça, voilà, c'est le début de... Mais il y a plein de séries, en fait, où il y a des personnages autistes
et on ne dit pas que ce sont des autistes. Et c'est là justement où on avance, c'est qu'on ne fait pas une série sur l'autisme, c'est un personnage autiste qui a d'autres histoires et des histoires qui transcendent évidemment leurs propres conditions. C'est ce qu'on comprend de vos propos, Sarah Mortensen. Vous, Jeanne Marchello, vous êtes avec France TV Story Lab dans la création, puisque là justement on va initier d'autres récits, partir sur du jeu vidéo, on va s'affranchir aussi des codes et des cases. Oui, tout à fait. Le Story Lab et le département à France Télévisions qui explore les narrations immersives et interactives et qui donc coproduit des documentaires et fictions en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Je vois que vous avez quelques exemples. Et puis, nous avons par exemple Seven Grams, qui est un documentaire en réalité augmentée sur l'extraction des minerais qui composent nos portables, qui est en ligne. Et nous avons un conte pour enfants qui est sorti aujourd'hui, La petite danseuse. Alors j'imagine quand vous avez écouté peut-être tout à l'heure le médicament numérique avec la réalité virtuelle, ça a dû vous parler? Oui, ça me parle parce que l'idée, c'est vraiment de proposer des nouveaux contenus, des nouvelles narrations à un public plus jeune qui utilise les outils technologiques, hein, les smartphones, les tablettes, mais avec un propos et un message de fond, puisque en leur parlant de la culture, des beaux-arts, de la place des femmes à venir, de l'écologie, du handicap, pour malgré tout raconter des histoires qui comptent. Et avec justement cette volonté de récit immersif qui fait justement la spécificité de cette narration, d'être à l'intérieur même de l'histoire, dans la sensation. Oui, alors ça l'est un peu en réalité augmentée, parce que là c'est au travers du smartphone, ça l'est beaucoup en réalité virtuelle. Et donc effectivement l'idée de médicaments thérapeutiques existe. C'est aussi pour pouvoir sensibiliser à certains sujets qu'il est important d'utiliser la réalité virtuelle. J'ai un projet en développement sur l'aphasie qui, j'espère, verra le jour. Et c'est important de sensibiliser à ça. L'aphasie, c'est la perte de parole, par exemple, suite à un AVC. Alors François-Xavier Lefranc, vous avez la parole et vous ne l'avez pas encore perdue, vous l'avez gagnée même dans vos colonnes et dans votre quotidien, puisque vous avez pris une décision récente assez forte qui était de supprimer les sondages, ou du moins de ne plus rendre compte de ces sondages permanents à l'approche des élections présidentielles. Oui, les sondages d'intention de vote. Mais derrière le côté anecdotique que ça peut avoir, ce n'est pas un coup de com', parce qu'on a vraiment autre chose à faire en ce moment. C'est simplement que nous considérons que le temps gigantesque, le temps journalistique gigantesque consacré à commenter les sondages est un temps perdu. Les sondages ne disent pas la vérité. Je crois qu'on est plus. Les sondages nous détournent de l'essentiel. Les sondages nient la diversité. Quand, dans les enquêtes de sondages, par exemple, on n'interroge jamais les gens d'outre-mer, les 2 600 000 Français qui sont outre-mer. Ils n'existent pas. Aujourd'hui, dans les panels, on ne fait plus figurer les paysans parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc un sondage, c'est 3 coups de pinceau qui vous disent voilà ce qu'est la France. Eh bien, on refuse ça. Et on pense surtout que le temps journalistique, parce que c'est ça, je pense, la vraie innovation dans le journalisme aujourd'hui, c'est d'occuper le temps et de bien l'occuper, à regarder les gens, à écouter les gens. J'écoutais, ça m'a beaucoup touché, le témoignage de Inès Mesmar tout à l'heure ou de Myriam Joly. Je me dis, en quelques minutes, elles nous disent beaucoup de ce qu'est la France. Et je pense que c'est ça que doivent faire les journalistes aujourd'hui. Nous disposons d'outils extraordinaires pour nous organiser de façon différente. Eh bien, consacrons notre temps à ce qui est important. Et sincèrement, je pense que les sondages ne sont absolument pas importants. Et je pense que c'est même... Ils nous détournent de la vérité. C'est ça qui est grave. Et en plus, il y a la façon dont ils sont faits. Et on est quelques-uns et nombreux à avoir lu la très belle enquête de Luc Brunner dans Le Monde récemment. C'était extraordinaire ce qu'il a écrit. Il a fait une vraie enquête. C'est assez affligeant ce qu'il raconte. Mais surtout, aucun journaliste ne vérifie jamais cette info qu'on lui donne. Et quand on voit le nombre de journalistes qui passent un temps énorme à travailler cette matière et à faire monter des personnalités qui trouvent une existence médiatique à partir de ces sondages, eh bien, je pense qu'en tant que citoyen, il faut être inquiet. Et en tant que journaliste, je pense qu'on marche sur la tête et qu'il est grand temps d'arrêter et de passer à autre chose. Donc à Ouest France, nous avons pris cette décision. On a de leçons à donner à personne. On a nous aussi publié des sondages. On est 620 journalistes professionnels et on veut vraiment consacrer toute notre énergie à l'occasion de cette campagne, eh bien, à aller écouter les gens, aller dans les services d'urgence en ce moment. Il se passe beaucoup de choses. Je parlais de l'outre-mer tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a des taux d'inégalité 30% plus élevés que dans l'Hexagone? Ça vaut le coup de regarder. Pourquoi des migrants se noient par dizaines sous nos yeux?
dans la Manche, à quelques kilomètres d'ici, dans l'indifférence quasi générale. Et pendant ce temps-là, le temps journalistique sera occupé par les sondages. Et il faut refuser ça. Et en tout cas, c'est ce que nous avons fait. Et en revanche, nous allons suivre la campagne, mais en partant des Françaises et des Français, de toutes celles et ceux que l'on rencontre là où ils sont, et pas seulement dans l'Ouest, évidemment, mais partout, en France, Outre-mer aussi. On fait des reportages là-bas, à l'étranger également, parce que c'est ça notre place, je crois. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en abandonnant les sondages, vous gagnez de la place, vous gagnez du temps. On sait très bien qu'en journalisme, le temps, c'est toujours ce qui nous manque, et la place aussi, parce qu'on a des histoires de format. Enfin, vous gagnez. Vous essayez de libérer de la place et du temps pour consacrer à autre C'est pas chose. du tout une question de place, c'est vraiment une question de temps et d'énergie. Et c'est surtout, nous considérons que cette matière-là n'a aucun intérêt. Je pense qu'elle n'a sincèrement aucun intérêt. Voilà. Voilà, vous êtes peut-être en partie applaudi par 50 autres médias partenaires qui applaudissent justement cette idée et qui vont peut-être la mettre à profit ou du moins vous suivre. Sarah Mortenson, ça vous évoque quoi justement cette idée? Mais moi, je trouve ça formidable. Il était temps parce que un sondage, c'est forcément un panel. C'est une question, un panel. Qui fait partie du panel? Moi, je trouve ça forcément mensonger. Moi, j'ai fait des études d'histoire très longtemps, donc j'ai baigné aussi dans ça. Et effectivement, les médias font monter des gens qui prennent trop de place, à qui on donne trop d'importance. Et finalement, on en oublie le fond, on a l'impression quand on regarde les informations aujourd'hui, quand on les lit, qu'il y a un sujet par mois. Il y a la pandémie, après il va y avoir un autre truc, après maintenant il y a les élections, et finalement que tout le reste s'arrête. Et c'est terrible parce que c'est une forme de désinformation qui est presque volontaire. Et on parle des migrants, et effectivement, on nous balance, voilà, il y en a 10 qui sont morts cette nuit. Bah ouais, mais c'était des êtres humains. Quand il y a un terroriste, on a sa tête, sa photo, son nom, on a tout, l'historique. Et quand il y a une mère de famille ou un jeune homme qui essayait de juste changer de vie, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'histoire. Et c'est des grands oubliés. Je pense que des initiatives comme Nomade sont extraordinaires parce qu'effectivement, ces gens viennent ici, qui est censée être une terre d'accueil et pas une terre de poubelle, d'abri d'infortune absolument atroce et inhumain, et qu'il y a plein de savoir-faire à transmettre. Il y a une organisation à avoir. Je crois qu'il y a plus de 1700 villages en France abandonnés. Si on repeuplait déjà ces villages, qu'on donnait un toit à tout le monde, on aurait un pays merveilleux avec des savoir-faire de partout, et ce serait juste incroyable. Et ben voilà une belle idée. Merci beaucoup Sarah Mortenson, merci beaucoup à vous trois. Ça va, pas trop de frustration Oh, c'est horrible, je suis outrée. C'est vrai? Bon ça c'est quoi? C'est un coup de... Vous savez quoi? On va faire un sondage. Est-ce qu'on passe à la suite? Mais non, évidemment, les sondages, il ne faut pas les faire. On va arrêter de les faire aussi. Merci à vous trois et j'accueille tout de suite Christophe Agnus et Éric Valmire pour clore cette soirée. Merci beaucoup. Christophe Agnus, qui est président de Reporters d'Espoir, et Éric Valmire, secrétaire général de l'information à Radio France. Quitter le navire. Comment? Faut quitter le navire. Allez, Sarah, vous pouvez quitter le navire, mais vous pouvez le quitter en dansant peut-être. Ah bien sûr, évidemment, j'y pensais. Et sous les applaudissements du public. Merci beaucoup Sarah et à bientôt sur les antennes de France Télévisions, car je crois qu'il y a une prochaine saison d'Astrid qui arrivera sur les antennes. Christophe, on a pris un peu de retard, mais après tout, qu'est-ce que le retard? Qu'est-ce que le temps quand on essaye de faire passer des bonnes idées, de l'innovation et de la création? Sarah nous disait, parfois on a l'impression que les médias s'intéressent qu'à certains points, un peu d'hystérisation. Elle parlait des sondages, elle parlait aussi de la pandémie, comme si tout le reste s'arrêtait. Or, justement, tout le reste, c'est ces belles histoires que Reporters d'Espoir continue à faire vivre dans les médias, un peu à contre-temps aussi, d'un tempo médiatique qui parfois n'est pas toujours celui qui va mettre en valeur les initiatives solidaires et sociales. Ce n'est pas des belles histoires, ce sont des histoires vraies. Je veux dire que c'est des histoires complètes, vraies. Le journaliste de solution n'est pas un journaliste de belles histoires, c'est un journaliste complet qui permet de raconter, de mettre face à des problèmes, des solutions. Donc c'est vraiment un journalisme d'espoir et qui donne envie d'agir. Et aujourd'hui, effectivement,
les médias, enfin beaucoup de médias sont obnubilés par ces élections présidentielles ou par des épiphénomènes. Et quand on plonge dans qu'on dépasse juste un événement, on se rend compte que face à un événement, il y a plein de gens qui travaillent à des solutions et ça donne des histoires qui ne sont pas des belles histoires, pour moi, qui sont des histoires vraies et fabuleuses. Voilà. Et qui donnent envie d'agir aux gens, qui donnent envie d'y croire et de travailler. Oui, vous avez raison, parce que quand on dit belles histoires, on a l'impression aussi qu'on est une sorte de journalisme bisounours qui va justement mettre juste en valeur des histoires soi-disant parce qu'elles sont belles, mais comme vous l'avez dit, elles sont surtout vraies, elles sont authentiques, elles sont justement dans la proximité, et c'est ça, cette valeur-là justement qui les rend peut-être belles. Mais elles sont belles après coup parce qu'elles sont dans un premier temps authentiques. Éric Valmière, je le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'information de Radio France et vous nous accueillez finalement dans ce studio 104. Oui, et les rédactions de France Inter, les rédactions de France Inter, France Info, France Culture et France Bleu font évidemment, mais comme les 50 médias partenaires, on fait quasiment tous aujourd'hui du journalisme de solution. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qui se cache sous cette terminologie journalisme de solution, qui englobe finalement beaucoup de choses. Oui, on l'a dit, les circuits courts, et d'ailleurs France Bleu, on parlait de proximité et de territoire, les 44 locales de France Bleu sont évidemment très engagées, avec des chroniques récurrentes, mais ce n'est pas forcément relayer toutes les initiatives solutions. Ce n'est pas le rôle du journalisme de faire ça, parce que là, la frontière est poreuse avec ce qu'on appelle aussi le publi-reportage. Il faut toujours avoir un contexte. Le reportage sur Myriam Joly serait fabuleux, parce qu'il pose deux problématiques, qui sont la revitalité des petits territoires et la revitalisation d'une industrie en crise. Et là, oui, on a un journalisme de solution, parce que tout de suite, on a une initiative individuelle qui peut éclairer le reste de la société. Mais toutes les initiatives solutions qui pourraient être aussi des histoires d'invention ne sont pas forcément, parce qu'elles sont initiatives solutions, ne peuvent pas forcément générer un reportage dit de solution. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment qu'il y ait un écho dans la société et des problématiques. Ce qui est plus visible aujourd'hui, c'est évidemment l'environnement et la crise climatique. Parce que quand on regarde l'urgence climatique, on va tous crever. Le constat est simple, on l'a bien compris. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on oppose à ça ? Les solutions qu'on va trouver sur le plan individuel, les petites solutions, les petites solutions qui peuvent paraître dérisoires, mais qui, mises bout à bout, font un tout. Les collectivités territoriales qui peuvent aussi avoir des idées. Et moi j'aimerais, parce que la première table ronde était fabuleuse, quand vous avez dit un peu en souriant finalement, on n'a pas de moyens donc il faut créatif. Le MindLab au Danemark, pendant 16 ans, ça a été son problème, de créer sans moyens. Et cette structure innovante qui avait été créée par le ministère de l'Industrie, de l'Éducation nationale et de l'Économie, a donné les clés à des anthropologues, à des designers, à des ethnologues, pour leur dire « trouvez-nous des solutions ». Pourquoi ? Parce qu'un designer, dans un périmètre constant, il ne peut pas pousser les murs, il doit créer à l'intérieur. Et croyez-moi, finalement, ces logiciels, on a beaucoup parlé tout à l'heure avec Sébastien du cerveau, mais tout ça, c'est réel. Et là, on avait une application concrète avec le MindLab qui a véritablement trouvé des solutions. Et donc, pour conclure, avec toutes ces choses-là, c'est vous dire que c'est important dans le journalisme de solution d'aller impulser des initiatives de la société civile, parce qu'on en est là. Et impulser des initiatives de la société civile, c'est s'adresser aux politiques. Souvent, on est aussi victime de la com politique, mais pas que des politiques. Tout est com aujourd'hui dans notre société. Et donc le journaliste doit se méfier de ça, et doit se méfier aussi de la caricature. Et quand on voit ce que fait la Fondation Nomade, typiquement, on est là, la cité des 4000, eh bien oui, c'est la mixité, c'est pas que les violences, c'est pas les images qu'on veut en donner. Et le journalisme de solution, là, il doit aller au rebours des caricatures et aller dans les nuances pour montrer tous les aspects d'une réalité de terrain. Mais à ce moment-là, c'est plus du journalisme de solution, pardon, mais c'est du journalisme. C'est du journalisme tout court. Merci beaucoup. C'est très clair ce que nous a dit Éric Valmière, et d'ailleurs ça répond aussi à un problème par rapport à la terminologie journaliste de solution. On en a déjà parlé ensemble, Christophe, on n'est pas totalement content de cet intitulé de journaliste de solution. Non, je suis tout à fait d'accord. Moi, je veux dire qu'au début, depuis longtemps, je dis le journalisme de solution, c'est du journalisme tout court, parce que le journaliste ne doit pas s'arrêter. S'il ne va pas, quand il décrit des problèmes, voir s'il n'y a pas des solutions à son problème, il a fait que la moitié de son reportage. Donc ça fait partie, c'est du journalisme simple, et moi j'appelle ça du journalisme intégral. Donc ça revient à peu près au même. Christophe, je vais vous laisser conclure avec le mot de la fin en tant que président de Reporters d'Espoir sur cette belle soirée qui a mis la créativité à l'honneur.
Je voulais te remercier tout le monde et puis rappeler un peu ce qu'est Reporter d'Espoir, parce que Reporter d'Espoir, c'est cette soirée que vous avez aujourd'hui, mais aussi ce sont des prix. On a des prix Reporter d'Espoir qui couronnent des articles de presse, de radio, de télévision, etc. On a un prix européen des journalistes d'espoir, et à ce moment-là, d'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse, les dépôts de candidature sont avant le 28 février. Donc je signale, il faut aller voir sur le site reporterdespoir.org. Il y a des projets comme le MOOC. On a fait un MOOC européen de journalistes de solutions. On en a parlé tout à l'heure avec Gilles. On a on fait un tour de France, Reporter d'Espoir, où on est allé former dans les rédactions, former des gens aux journalistes de solutions, aussi à des journalistes d'innovation sociale, à l'engagement aussi, comment on couvre la crise climatique. Voilà, et puis il y a une plateforme qui s'appelle francedessolutions.fr, fds.fr, francedessolutions.fr, où tout le monde peut aller chercher les articles de nos partenaires, tous nos partenaires médias, dès qu'un article est validé reportage de solutions, on le liste, on l'enregistre, et sur les thématiques qu'on veut, on peut trouver des milliers d'articles pour s'inspirer, pour essayer voir un peu ce que les gens font, ce qu'ils couvrent, et voilà. Donc j'invite des gens à aller voir dessus. Puis bon, je ne vais pas parler en anglais, mais l'avenir est encore. Il y a une formule qui est the best is yet to come, mais le meilleur est encore à venir. Et je vous invite tous à regarder ce qu'on va faire en 2022, puisqu'il y a plein de projets. Je ne peux même pas en parler tellement il y en a. Et je vous assure que ça va être une très belle année pour Reporter d'Espoir. Et je vous les derniers mots, remercier tout le public, remercier les gens qui nous soutiennent à l'année, remercier évidemment tous les médias qui nous suivent et qui, on espère qu'il y en aura encore plus. Certains sont même devenus membres de Reporter d'Espoir, donc j'invite tout le monde à devenir membre. Et remercier nos partenaires, que ce soit évidemment Saint-Gobain, que ce soit Le Bon Coin ou la Caisse d'épargne d'Île-de-France, sans qui on ne pourrait pas organiser ce genre d'événement, parce que nous sommes une association. Nous sommes pas, donc je remercie tout le monde d'être venu. Voilà. Et c'est quand même, je suis très heureux d'être aujourd'hui à Radio France. C'était une première pour nous, et c'est une première. Moi, j'habite au pays du rugby, donc c'est une première. C'est un essai qu'on a transformé. Voilà. Et c'était un plaisir de vous accueillir. Merci à vous deux. Et évidemment, merci à vous, cher public, pour cette grande soirée autour de la créativité où il s'est passé beaucoup de choses. On a eu des moments de silence, on a eu des moments de danse, on a eu des moments de poésie, on a eu des moments où on est rentré à l'intérieur des cerveaux et des paniers pour essayer de comprendre ce qui s'y cache. Merci pour votre écoute, merci pour vos vibrations, et à très très bientôt. Juste peut-être dernière petite photo de famille sur tous les pitchers qui peuvent remonter sur scène, et évidemment tous les grands témoins qui sont encore là. On va faire une dernière petite photo de famille sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique qui nous accueille pour la première fois. N'hésitez pas à venir. Et on se quittera évidemment sur cette photo et cette note d'espoir. Allez-y, installez-vous. Gilles, tout le monde est ici. Voilà, on va dire que ça va être le tableau de fin. Ça sera vos derniers applaudissements et notre départ. Merci à vous.